Euh, Qu'est-ce qui relie la décision, pour le moins surprenante d'ailleurs, d'un constructeur automobile du début du XXe siècle? Ah oui, de doubler le salaire de ses ouvriers, c'est ça. Exactement. De doubler les salaires du jour au lendemain. Qu'est-ce qui relie ça avec, disons, le prix totalement irrationnel d'un sac à main de luxe? Mhm. Ou même avec la difficulté presque absurde de mesurer l'efficacité d'un médecin pendant une consultation. À première vue, absolument rien. Voilà, rien du tout. Et pourtant, ces trois situations sont intimement liées par des fils invisibles, des fils qui régissent vraiment notre quotidien. Alors, bienvenue dans cette nouvelle exploration. Je suis ravi de vous retrouver. Et je suis ravie d'être là aussi. Aujourd'hui, notre mission, c'est de plonger dans les rouages fascinants des sciences économiques pour essayer de comprendre la mécanique un peu cachée de notre monde. Absolument. Et pour mener à bien cette mission, on va s'appuyer sur une documentation particulièrement riche. C'est un corpus qui agit vraiment comme un pilier pour quiconque souhaite comprendre les mécanismes financiers et sociaux qui façonnent notre société. Ouais, tout à fait. L'objectif ici, c'est pas de faire un cours magistral, hein. On va pas énumérer des dates ou des formules. Le but, c'est de décoder notre réalité quotidienne à travers les concepts majeurs que ces textes soulèvent. En fait, c'est une invitation à repenser notre façon d'observer les échanges, le travail et même fondamentalement la nature humaine. Et c'est crucial de préciser que cette exploration s'adresse vraiment à tous les esprits curieux. Mhm. Pas besoin de se noyer dans un jargon mathématique écrasant ou dans des graphiques complexes. L'idée, c'est d'extraire la substantifique moelle de ces théories pour les rendre vivantes, tangibles. D'accord. Décortiquons un peu tout ça. On commence par quoi alors? Commençons par ce qui nous sert souvent de boussole. On connaît tous le PIB. Ah, le fameux produit intérieur brut. Voilà, c'est le chiffre que tous les gouvernements scrutent à la loupe. C'est le Graal. Mais les textes qu'on a épluchés aujourd'hui démontrent très clairement que, sans remettre uniquement au PIB, c'est un peu comme piloter un avion avec un tableau de bord à moitié cassé. Ouais, c'est une excellente analogie. Parce que le PIB, il mesure la production, il donne une approximation de la richesse qui est créée sur un territoire donné. C'est utile, on est d'accord. Bien sûr. Mais la faille majeure qui est soulevée par les analyses, c'est qu'il enferme le progrès dans une vision exclusivement monétaire et matérialiste. C'est-à-dire qu'il comptabilise juste ce qu'il y a un prix, quoi. C'est ça, il comptabilise tout ce qui a une étiquette de prix, mais il ignore totalement des éléments fondamentaux. Le bien-être, la santé mentale, la qualité de l'environnement. Tout ça passe à la trappe. Simplement parce que ça ne fait pas l'objet de transactions financières directes. Exactement. Et cette obsession pour le matérialisme, ça nous amène directement à un comportement humain qui défie souvent toute logique. Je veux parler de notre façon de consommer. Ah oui, la consommation de luxe. J'ai lu la section sur les biens de luxe dans notre documentation, et franchement, ça bouleverse complètement la loi de l'offre et de la demande telle qu'on se l'imagine. Mhm. Normalement, si le prix d'un article augmente, les gens en achètent moins. C'est la logique de base. Mais l'auteur explique qu'il existe un phénomène où c'est exactement l'inverse qui se produit. Une hausse de prix rend le produit encore plus désirable. Comment la science économique explique ce truc qui paraît complètement irrationnel? Alors, ce comportement, il s'explique par ce qu'on appelle l'effet Veblen. Veblen, d'accord. Oui, du nom de l'économiste qui a théorisé ce phénomène de snobisme. Et ça date de la fin du 19e siècle, hein. Ah ouais, c'est pas nouveau. Pas du tout. Et en réalité, c'est pas si irrationnel que ça si l'on comprend la motivation profonde de l'acheteur. Prenons le cas d'un sac à main dont le prix est exorbitant. La personne qui l'achète, elle paie pas pour la qualité du cuir. Ou pour juste transporter ses clés et son téléphone. Voilà. Elle paye pour la barrière à l'entrée. Le prix extrêmement élevé, ça devient une source de distinction sociale. C'est un signal qu'on envoie aux autres. Plus c'est cher, moins les autres peuvent se l'offrir. Et plus l'objet remplit sa fonction, en fait. Exactement. Conférer un statut social exclusif à la personne qui le possède. C'est redoutable quand on y pense. Donc la valeur ne réside pas dans l'objet lui-même, mais vraiment dans le regard de l'autre. C'est tout à fait ça. Et cette notion de valeur ou même de productivité, ça semble devenir un vrai casse-tête philosophique dès qu'on quitte le monde des objets pour rentrer dans celui de l'humain. Absolument. Notre corpus pose une question super pertinente sur le secteur des services. Comment on évalue la productivité d'un médecin? Parce que si on applique la logique industrielle de base, L'usine à boulon, quoi. voilà. Un bon médecin, ce serait celui qui voit 50 patients par jour au lieu de 20. Mais médicalement parlant, on se doute bien que c'est une catastrophe. Précisément. Vouloir évaluer l'efficacité d'un médecin juste au nombre de patients examinés ou celle d'un prof au nombre d'élèves diplômés, c'est une approche purement quantitative. Ça exclut totalement la qualité de l'acte.
Parce qu'on ne peut pas chiffrer une vraie guérison. C'est ça. La guérison ou la transmission du savoir, c'est hyper complexe à quantifier. La notion de productivité, elle est facile à appliquer à une usine, oui. Mais elle atteint ses limites analytiques directes dès que le facteur humain devient prépondérant. Justement, en parlant des choix humains, il y a cette grande interrogation sur la manière dont les individus décident d'épargner ou de dépenser l'argent qu'ils gagnent tout au long de leur vie. Ce qui est fascinant ici, c'est l'hypothèse du cycle de vie. Le cycle de vie, ouais. Plutôt que de regarder ce qu'un individu gagne à l'instant T, les économistes comme Modigliani ou Friedman ont considéré l'ensemble de la trajectoire d'une vie. Le postulat de base, c'est que l'être humain n'aime pas l'instabilité. Il cherche à maintenir un niveau de consommation relativement stable tout au long de son existence, même si ses revenus font les montagnes russes. Alors pour rendre ça palpable, on peut imaginer la trajectoire classique de quiconque nous écoute. Dans la vingtaine, on commence souvent avec très peu de revenus. Mais avec de gros besoins d'installation. Exactement, trouver un appart, acheter une voiture, donc on s'endette, on contracte un prêt étudiant ou un premier crédit immobilier. Ensuite, on entre dans la force de l'âge actif. Là, les salaires grimpent. Et c'est là qu'on rembourse ses dettes. On rembourse et on accumule farouchement de l'épargne. Et l'idée, c'est qu'au moment de la retraite, quand le salaire tombe brutalement, on commence à, entre guillemets, désépargner. Mhm. C'est-à-dire qu'on puise dans le capital qu'on a accumulé pendant 40 ans, en espérant que ce soit pour des voyages, et pas juste pour payer les factures de chauffage. C'est exactement ça, c'est une stratégie de lissage de la consommation à l'échelle d'une vie entière. Mais pour comprendre comment tout cet argent, ces dettes, cette épargne circule à grande échelle et crée de la croissance, il faut faire un petit détour. Un détour par où? Par le grand affrontement des théories macroéconomiques. Tout commence vraiment à la fin du XVIIIe siècle avec les économistes classiques, et notamment la figure incontournable d'Adam Smith. Ah, la fameuse main invisible. Voilà. Son idée centrale suggère que si chaque individu poursuit égoïstement son propre intérêt financier, cela va de manière inattendue concourir à l'enrichissement et au bien-être de la société tout entière. Il insiste aussi lourdement sur la division du travail pour décupler la productivité. Alors, attendez une seconde, cette idée que l'égoïsme non régulé mène naturellement au bonheur collectif, ça semble quand même un peu utopique, non? Est-ce que le simple fait de laisser chacun chercher son profit maximum, ça conduit pas inévitablement à des monopoles ou à l'exploitation des plus faibles? C'est une critique tout à fait légitime, et pour comprendre comment les classiques justifient cette mécanique autorégulatrice face aux crises, il faut introduire un autre concept clé. Celui-ci a été popularisé par Jean-Baptiste Say. La loi de Say, si je me souviens bien. C'est ça. Pour résumer simplement sa pensée, l'acte même de produire quelque chose crée la demande pour cette chose. L'offre crée sa propre demande. Exactement. Pourquoi? Parce que pour fabriquer un bien, une entreprise doit payer des travailleurs, acheter des matières premières, verser des dividendes. Tout cet argent qui est distribué se transforme instantanément en pouvoir d'achat. Un pouvoir d'achat qui sera réinjecté dans l'économie. D'accord. Donc, selon cette approche libérale pure, si les marchés sont laissés à eux-mêmes et que les prix et les salaires peuvent s'ajuster librement, une crise de surproduction globale ou un chômage persistant sont théoriquement impossibles. Le marché retrouve toujours son équilibre. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que l'histoire nous a prouvé que cette belle mécanique d'autorégulation, elle pouvait s'enrayer de manière spectaculaire. La Grande Dépression. Exactement. Les années 30. Et avec elle, le bouleversement complet de la pensée économique par John Maynard Keynes. Lui, il observe le monde autour de lui et il constate que le marché, il s'ajuste pas du tout. Non, il se fige. Il démontre qu'une économie peut très bien se retrouver coincée, durablement stabilisée, mais dans un état de chômage de masse. Pas à cause d'un manque d'offres, à cause d'une insuffisance chronique de la demande globale. Si les gens ont peur de l'avenir, ils achètent plus. S'ils n'achètent plus, les usines produisent plus et elles n'embauchent plus. C'est un cercle vicieux. Absolument. Et la conséquence de cette observation keynésienne, elle est majeure. Elle offre une justification théorique à l'intervention de l'État dans l'économie. Ce qui était impensable pour les classiques. Totalement impensable. Selon la perspective de Keynes, si le secteur privé est paralysé par le pessimisme et refuse d'investir ou de consommer,
Eh bien, seul l'État a la capacité, et même le devoir, de s'endetter pour relancer la machine. En construisant des routes, des ponts, des hôpitaux. Voilà des infrastructures publiques. L'État distribue des revenus qui vont raviver la demande et sortir l'économie de sa léthargie. C'est une rupture nette avec la vision libérale classique qui considérait l'intervention étatique comme perturbatrice par essence. Et le plus fascinant là-dedans, c'est que ce débat, il n'est pas mort avec eux. Il s'est métamorphosé. Aujourd'hui, on parle des nouveaux classiques et des nouveaux keynésiens. La documentation qu'on analyse met en lumière une sorte de partie d'échec psychologique entre l'État et les citoyens. Oui, la théorie des anticipations rationnelles. C'est ça. Imaginons, si le gouvernement décide soudainement de distribuer des chèques de relance financés par la dette publique, on pourrait penser que l'économie va repartir, comme disait Keynes. Logiquement, oui. Mais la théorie moderne, celle de Lucas notamment, suggère que les citoyens sont malins. Ils se disent « Bon, si l'État s'endette aujourd'hui pour me donner cet argent, il augmentera mes impôts demain pour rembourser cette dette. Ils anticipent. Donc, au lieu de dépenser ce chèque, ils le mettent sur un compte épargne en prévision des impôts futurs. Et l'effet de la relance, il est totalement neutralisé. Zéro. » C'est exactement la critique formulée par cette école. Les individus ne sont pas des automates passifs, ils anticipent les conséquences des politiques publiques. Mais face à cette vision très mathématique où les individus calculent tout parfaitement, le courant des nouveaux keynésiens comme Stiglitz réplique. Ils disent que c'est trop théorique. Il démontre surtout que les marchés réels sont remplis de failles. Il pointe notamment l'asymétrie d'information. L'asymétrie d'information, oui. Sur un marché, l'acheteur et le vendeur n'ont presque jamais le même niveau d'information. Pensez à un employeur qui recrute. Il ne connaît pas la réelle motivation du candidat avant de l'avoir embauché. Et ces imperfections créent des rigidités. Des salaires qui baissent pas même en cas de crise, ou des banques qui refusent de prêter même si les taux sont hyper bas. Ce qui justifie à nouveau l'intervention de l'État. Voilà. Ces failles justifient, sous de nouvelles formes, le besoin d'une régulation pour corriger les angles morts du marché. Écoutez, c'est une excellente transition pour quitter les hautes sphères de la macroéconomie et redescendre sur le terrain, à l'intérieur même des entreprises. On a souvent cette image d'Épinal de la multinationale dirigée d'une main de fer par ses actionnaires. Des actionnaires obnubilés par la maximisation du moindre centime de profit. Exactement le cliché. Mais les textes explorés aujourd'hui cassent cette idée reçue. Ils expliquent que dans ces immenses structures, le pouvoir a glissé. Selon Galbraith et Chandler, les actionnaires sont souvent trop dispersés ou trop éloignés du terrain. Le vrai pouvoir appartient à ce qu'on appelle la technostructure. Les managers. Les managers, les directeurs des opérations, les cadres supérieurs. Et le truc dingue, c'est que leurs objectifs à eux, ce ne sont pas toujours ceux des actionnaires. Un manager peut très bien préférer faire grandir la taille de l'entreprise juste pour accroître son propre prestige et son influence. Plutôt que de distribuer des dividendes. Voilà. Et cette redéfinition du pouvoir interne nous pousse aussi à réévaluer la figure symbolique de l'entrepreneur. Si l'on suit l'analyse de grands penseurs de l'innovation comme Schumpeter, l'entrepreneur qui bouleverse les marchés, c'est pas un simple gestionnaire rationnel penché sur un fichier de comptabilité. C'est pas juste un gratte-papier. Pas du tout. Il est mu par une psychologie bien plus complexe. Il est animé par une véritable volonté de puissance, un désir profond de fonder un empire, un royaume terrestre, de laisser sa marque en détruisant les vieilles méthodes pour imposer les siennes. La fameuse destruction créatrice. C'est ça. Le profit financier énorme qu'il peut en retirer, c'est souvent que la récompense secondaire du risque pris. C'est la preuve chiffrée de sa réussite. Mais le moteur premier, il est avant tout psychologique et social. Et pour bâtir ces empires, l'entrepreneur, il a besoin de bras, de travailleurs. Ça nous ramène à l'énigme posée dans notre introduction. L'usine automobile. Plongeons-nous dans le Détroit de 1914. Les usines tournent à plein régime. L'invention du travail à la chaîne permet de produire massivement. Mais le travail est tellement répétitif, abrutissant, épuisant, que les ouvriers démissionnent à tour de bras. L'entreprise doit constamment recruter et former, ce qui paralyse complètement la production. C'est alors que la direction de Ford prend une décision qui semble défier les lois de la gravité économique. Les fameux 5 $ par jour. De 2 ou 3 $. Payer le double de ce que le marché exigeait, ça ressemble à une hérésie totale pour n'importe quel comptable. Si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, cette décision apparemment folle est en réalité l'une des stratégies de gestion les plus rationnelles qui soient. C'est ce qu'on appelle la théorie du salaire d'efficience. Le salaire d'efficience, comment ça marche?
Payer un salarié nettement au-dessus du prix du marché résout plusieurs problèmes majeurs d'un seul coup. Premièrement, ça élimine presque totalement le coût exorbitant de la rotation du personnel. Avec un tel salaire, les ouvriers s'accrochent à leur poste. Ils partent plus. Logique. Deuxièmement, ça résout le problème de l'aléa moral, la tentation de flâner. Si un ouvrier sait qu'en cas de licenciement, il retournera gagner moitié moins chez le concurrent, il a une incitation super puissante à donner le meilleur de lui-même. Il veut pas perdre sa place en or. Exactement. Et enfin, ça permet d'attirer instantanément les ouvriers les plus talentueux et les plus fiables de toute la région. Donc, contre toute attente, en augmentant massivement ses coûts salariaux unitaires, l'entreprise a fait exploser sa productivité. Et elle a fini par réduire ses coûts de production globaux. C'est brillant. Une entreprise optimise son fonctionnement local en comprenant simplement la psychologie de ses employés. Tout à fait. Mais que se passe-t-il lorsque cette usine hyper optimisée doit entrer en compétition avec le reste de la planète? Aujourd'hui, on le sait, l'économie est mondialisée. Mais les principes qui régissent ces échanges ont été théorisés il y a bien longtemps. Cela soulève une question importante. Pourquoi des nations qui ont des niveaux de développement radicalement différents ont-elles tout intérêt à s'ouvrir au commerce international? C'est vrai que c'est pas intuitif. La réponse classique réside dans le principe de l'avantage comparatif, de David Ricardo. L'idée est puissante. Même si une nation est technologiquement en retard et qu'elle est moins productive que les autres dans la fabrication de tous les biens, sans aucune exception, Même dans le pire des cas, en gros. voilà, même dans le pire cas, elle tirera toujours bénéfice du libre-échange. Il lui suffit d'identifier le secteur où son retard est le moins prononcé, de s'y spécialiser à fond et d'importer tout le reste. D'accord. Mathématiquement, cette spécialisation globale augmente la production totale mondiale et permet à chaque pays participant d'obtenir des biens à un coût inférieur à ce qui lui en coûterait de les fabriquer lui-même. Sur le papier, c'est absolument imparable. Et pourtant, on observe constamment ce paradoxe entre les bénéfices globaux du libre-échange dont on vient de parler et le retour persistant des tentations protectionnistes un peu partout. Oui, les barrières douanières, les taxes. Parce que le problème, c'est que si le libre-échange enrichit la nation dans son ensemble, grâce aux économies d'échelle, il fait souvent des ravages au niveau local. L'usine de textile qui ferme face à la concurrence internationale, ça crée des perdants bien réels. Et ces pertes, elles alimentent naturellement les revendications de fermeture des frontières. C'est un équilibre social et politique qui reste extrêmement fragile. C'est indéniable. Et en parlant de fragilité, il y a un concept abordé dans l'analyse qui fait généralement frémir n'importe quel banquier central. On entend tous les jours les gens se plaindre de l'inflation, du coût de la vie qui augmente. Mais la documentation insiste lourdement sur le fait que l'inverse, c'est-à-dire une baisse généralisée et continue des prix, la déflation, c'est un scénario infiniment plus destructeur. C'est le cauchemar absolu. Pourquoi une baisse des prix serait une si mauvaise nouvelle pour le citoyen moyen? On a tous envie de payer moins cher, non? La réponse tient en un mot, la dette. La théorie de la déflation par la dette d'Irving Fisher explique pourquoi cette spirale à la baisse est si dangereuse. Si les prix baissent durablement, les entreprises gagnent moins d'argent et finissent par baisser les salaires. Donc le revenu de l'individu diminue. Or, le crédit immobilier ou le prêt à la consommation que ce même individu a contracté il y a 5 ans, lui, il ne baisse pas. Les mensualités restent identiques. Ah oui, la banque s'en fiche que les prix baissent. Exactement. Le poids réel de la dette devient donc de plus en plus insupportable à mesure que les revenus fondent. Pour réussir à rembourser, les ménages coupent drastiquement dans toutes leurs autres dépenses. Ils arrêtent de consommer. Ils vendent leurs biens. Ce comportement massif de vente et de restriction fait encore plus chuter les prix. Et ça alourdit encore le poids de la dette. Et ainsi de suite, jusqu'à l'effondrement du système bancaire et productif. On peut imaginer cette paralysie de manière très quotidienne pour l'audience. Imaginons que tout le monde ait besoin d'un nouvel ordinateur. Si on a la certitude absolue que ce même modèle sera 20% moins cher le mois prochain, et encore moins cher le mois d'après, personne n'achète. On attend, c'est humain. Tout le monde attend. Et si des millions de consommateurs croisent les bras en attendant la baisse perpétuelle, les usines d'ordinateurs ferment, les transporteurs sont licenciés, les magasins font faillite, la machine s'arrête net. C'est pour ça que les banques centrales visent toujours une petite inflation. Alors qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Pourquoi passer du temps à explorer ces grands mécanismes? La vraie valeur de cette plongée au cœur de la pensée économique, c'est de réaliser qu'il ne s'agit pas du tout d'une science froide faite d'équations inaccessibles. Pas du tout. Comprendre l'économie, c'est décrypter la psychologie humaine, comme on l'a vu avec le besoin viscéral de statut social à travers le snobisme des sacs de luxe. L'effet Veblen, oui. C'est comprendre nos propres trajectoires d'épargne.
C'est réaliser que derrière chaque décision managériale, derrière chaque fiche de paie, comme chez Ford, il y a des stratégies d'incitation redoutables. Et le bénéfice ultime de tout ça, c'est l'acquisition d'un esprit critique véritablement autonome. Maîtriser l'histoire de ces débats, des libéraux classiques plaidant pour le laisser-faire, aux keynésiens prônant l'action publique, ça permet de déchiffrer instantanément l'actualité. C'est clair que ça change le regard sur les infos. Quand le journal télévisé aborde des débats enflammés sur la hausse du salaire minimum, sur les plans de relance de l'État en période de crise, ou même sur l'idée de taxer la spéculation financière avec une taxe Tobin, par exemple, on se laisse plus emporter par la simple rhétorique politique. On voit les ficelles derrière. On reconnaît immédiatement les fondements théoriques des différents camps. On peut anticiper les effets pervers, comprendre les arguments sur l'asymétrie d'information dont on parlait et évaluer les conséquences à long terme, bien au-delà des discours de façade. En somme, cette exploration nous offre une véritable boîte à outils intellectuels. Elle prend le chaos apparent de l'actualité mondiale, les crises, les prix qui fluctuent, les décisions gouvernementales, et le transforme en une mécanique lisible et structurée. C'est une grille de lecture formidable. Les textes et les idées que nous avons traversées aujourd'hui foisonnent de ces éclairs de génie qui éclairent notre quotidien. Nous n'avons fait qu'effleurer la surface, et c'est assurément une incitation forte à se plonger personnellement dans ces réflexions pour en retirer d'autres pépites. Et pour prolonger cette dynamique, il me semble intéressant de conclure sur une pensée un peu provocatrice. Une question qui émerge naturellement quand on met ces théories séculaires face à notre avenir, immédiat. Je vous écoute. Nous avons passé notre temps à démontrer que l'économie reposait sur des facteurs profondément humains. La peur de l'avenir, les anticipations irrationnelles, le désir de statut social ou encore l'instinct de création et la volonté de puissance de l'entrepreneur. La psychologie, oui. Mais une question s'impose. Comment ces modèles macroéconomiques qui sont forgés autour de la psychologie humaine vont-ils survivre dans un monde où la majorité des décisions d'investissement, de tarification et de transactions financières est déjà en train d'être déléguée à des algorithmes ultra rapides? Ah oui, le trading haute fréquence, l'IA. C'est un changement de paradigme qui pourrait bien nous obliger à réécrire une grande partie des principes que nous venons d'explorer aujourd'hui. Une perspective assez vertigineuse, je dois dire, qui nous rappelle que la science des échanges est en perpétuelle mutation. Ce sera une excellente matière à réflexion pour chacun d'entre nous. Merci à tous d'avoir partagé cette plongée stimulante au cœur des mécanismes qui font tourner notre monde. Gardez l'esprit curieux, continuez à questionner les évidences et à très bientôt pour une nouvelle exploration.